Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés et tous les invités de ma page Facebook, soyez les bienvenus. Actualité oblige, l'Afrique est en train de tourner et de battre au rythme des élections présidentielles. Et compte tenu de l'actualité d'aujourd'hui, il faudrait que, enlever des rideaux, que je commence d'abord à saluer l'élection présidentielle qui s'est tenue au Nigeria sans grande heure, samedi, je dis bien samedi, et dont les résultats commencent à tomber. J'ai dit, pour un pays de 195 millions d'habitants, le Nigeria avait 71 candidats à l'élection présidentielle. Il y avait 88 millions d'électeurs. Et on se retrouve que seulement 2 jours après, les résultats sont en train de tomber, alors qu'au Cameroun, où on avait à peine 3,5 millions d'électeurs, on a dû attendre 2 semaines pour que les résultats contestés commencent à tomber. Et jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas 32 procès-verbaux qui sont portés disparus. Et celui qui est supposé, selon le pouvoir, la commission électorale ou encore le Conseil constitutionnel, celui qui a été déclaré deuxième à l'élection présidentielle, mais qui revendique la première place, à savoir le professeur Maurice Kamto, se trouve en prison. Belle démonstration donc de la démocratie que l'opposant numéro 1 se retrouve directement en prison pour des fallacieux prétextes, pour des mobiles et des motifs staliniens dont nous allons certainement évoquer dans quelques instants. Bien sûr aussi, il y a eu en Afrique centrale, parce qu'on dit toujours que l'Afrique centrale ou l'Afrique francophone est maudite, mais parfois on prend l'exemple en Afrique de l'Ouest qui est aussi francophone, où au-delà de ce qu'on peut appeler les démocraties dures, on a au moins un semblant de démocratie, ou alors au moins ce qu'on peut appeler la moyenne de la démocratie. L'élection présidentielle s'est tenue au Sénégal. C'était hier dimanche. Et avant minuit, il y avait déjà des tendances qui étaient un peu connues, sinon trop connues, de telle sorte que le Premier ministre est d'ailleurs venu chanter des couplets cocoritants que lui, il savait déjà que Macky Sall était le grand gagnant de cette élection présidentielle. Et bien sûr que cela ne peut que mettre un pays comme le Sénégal mal à l'aise lorsque c'est le régime, c'est le pouvoir en place qui commence à lancer de tels propos alors que la commission électorale était encore en train de dépouiller. Et bien sûr que lorsqu'on voit de telles manœuvres, on avait déjà vu ça avec certains candidats ou qui étaient présidents, qui avaient voulu jongler de la même façon, tel qu'Abdoulaye Wade, mais qui par la suite avaient été démentis que effectivement ils n'avaient pas gagné, contrairement à ce qu'ils brandissaient au monde entier. Nous attendons donc que le Sénégal, qui a souvent été un exemple de démocratie, puisse continuer à nous donner un exemple pour qu'on ne dise pas que en Afrique, nous sommes toujours en train d'aller à reculons. Nous voulons que l'élection au Sénégal soit transparente et surtout que les résultats ne soient pas tronqués. Nous voulons que le Sénégal, qui s'est mis sur des rails de la démocratie, puisse avancer et non régresser. Nous saluons
les candidats de l'opposition qui ont fait montre de beaucoup d'efficacité, de beaucoup de détermination. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on voit la campagne, par exemple, qui a été battue par Ousmane Sonko, on se rend quand même compte que ce monsieur, à 44 ans, lui, qui vient d'être fonctionnaire, a pu tenir la tête, et bien sûr aussi d'autres leaders, ont pu montrer à Macky Sall qu'il pouvait rivaliser sur le plan politique et qu'il pouvait même le détrôner. Et bien sûr que, pour nous qui sommes en Afrique centrale, nous sommes en train d'applaudir, même si les Sénégalais, eux, trouvent que ce n'est pas parfait, mais nous n'avons connu qu'un seul chef d'État, voire deux, dans les pays de l'Afrique centrale. Et c'est ça le mal. Parce que l'Afrique centrale est un îlot de dictature où on refuse de recopier ne serait-ce que ce qui se passe ailleurs. Quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, quand on regarde les autres pays africains, on se dit, qu'avons-nous fait à Dieu? Vous vous rendez compte que le Nigeria, dont je parlais tantôt, avec ses 195 millions d'habitants, que le Nigeria, entre-temps, a connu 10 présidents différents, 10 depuis Shehu Shagari, c'est-à-dire 10 présidents depuis que M. Paul Biya est arrivé au pouvoir. 10 présidents se sont échangés. Ce qui signifie d'ailleurs que vous pouvez voir aujourd'hui, celui qui est là, Bouhari, il avait déjà été président, il est parti, il est revenu pour encore revaloriser son talent. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Quand on essaie de regarder ce qui se passe au Sénégal, depuis l'arrivée de Paul Biya, par exemple, au pouvoir, on se retrouve quand même qu'il a connu Abdou Diouf, il a connu Abdoulaye Wade, il a déjà connu Macky Sall, il a connu... Mais soyons sérieux, c'est-à-dire qu'un nouveau président peut encore arriver. Mais lui, il reste sur place. Et pourquoi? Comme si le Cameroun n'avait pas un autre talent de cette envergure. Comme si le talent n'existait pas au Cameroun. Comme si aucun homme politique n'était capable de remplacer un homme de 96 ans. Vous vous rendez compte? Macky Sall a 57 ans. Paul Biya est entré à la présidence du Cameroun il y a exactement 57 ans. Oui, parce que Paul Biya entre au pouvoir, à la présidence, en tant que conseiller au niveau de ce qu'on peut appeler la présidence de la République. Et c'était en octobre 1961. Par la suite, en 1967, Paul Biya devient directeur du cabinet. En 1968, Paul Biya devient à la fois directeur du cabinet et ministre, secrétaire général à la présidence de la République. En 1975, Paul Biya devient premier ministre et puis président en 1982. Donc, entre-temps, est-ce que Paul Biya, qui a eu à être dans les affaires depuis 50 ans, a fait avancer le Cameroun plus que le Sénégal? Macky Sall a fait un mandat. Mais les Sénégalais, dans une large majorité ou bien dans une large minorité, c'est selon les supporters ou les détracteurs, certains en ont déjà ras-le-bol. Et pourtant, qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé? On a vu, par exemple, certaines choses telles que les autoroutes qui ont été faites. On a vu comment il a supprimé le Sénat pour pouvoir encore revaloriser le pouvoir d'achat. On a vu comment est-ce qu'il a essayé de construire le pays à travers certaines infrastructures qui méritent un pesant de respect. Mais les Sénégalais se sont dit non, ou se disent non, ce n'est pas assez. Et c'est pour ça qu'il est contesté. Autrement dit, si Macky Sall aurait été devant les Camerounais, il aurait été élu à 200%, plus que ce qu'il a fait en 5 ans.
dépasse ce que Biya a fait depuis 57 ans qu'il est entré au palais présidentiel. Et c'est pour cela que nous disons, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas recopier les autres? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître que Paul Biya a échoué? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître que l'Afrique centrale est totalement à la queue du développement et que c'est aujourd'hui la seule zone du monde où rien ne bouge, rien n'avance, où des autocrates, des kleptocrates se sont installés uniquement pour nuire à leur pays. Et on se rend compte que de cela, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la promotion de la dynastie. C'est-à-dire que, après le chef de l'État, c'est son fils, ou alors même son épouse. On a vu, cela s'est passé, par exemple, au niveau du Gabon, avec Ali Bongo qui est arrivé au pouvoir après Omar Bongo. On voit ce qui est en train de se préparer au niveau de la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, on se rend compte que Jeune Afrique présente l'image de la première dame Chantal Biya en mettant Madame la Présidente. Et c'est là où on commence à se poser des questions. Est-ce une façon de vouloir déjà nous préparer à l'après-Biya? Est-ce une façon de vouloir peut-être déjà enlever Chantal Biya, comme certains veulent nous faire croire que l'article de Jeune Afrique est un article recommandé par des ennemis de la République qui veulent déstabiliser le couple présidentiel, qui veulent déstabiliser Paul Biya, qui veulent fragiliser l'équilibre, qui veulent créer une guerre entre les Boulous et les Nangais Boko. Et c'est là où j'ai dit, Jeune Afrique dont on accuse aujourd'hui de vouloir déstabiliser le Cameroun, puisque tout le monde déstabilise le Cameroun, Jeune Afrique peut-il déstabiliser le Cameroun? Puisque Jeune Afrique, depuis sa création, n'a fait que soutenir les dictateurs africains. Jeune Afrique est une entreprise commerciale. C'est bien vrai que des confrères de là-bas, j'ai souvent admiré la plume, j'ai parfois admiré un peu le professionnalisme. Mais il faut regarder la ligne éditoriale parce que Jeune Afrique, au départ, était une presse véritablement indépendante qui pouvait tirer sur certains despotes, certains potentats qui voulaient s'accrocher quand Jeune Afrique naît. Parce qu'en fait, Jeune Afrique est créé le 17 octobre 1960. Et c'est créé par Béchir Ben Yamed, qui est un Tunisien. Et Béchir Ben Yamed était à cette époque, il était le ministre de l'information du président Bourguiba. Mais par la suite, dans un souci de professionnalisme, il va essayer de faire un article, ou bien Jeune Afrique va faire un article, d'ailleurs à cette époque-là, ça ne s'appelait pas Jeune Afrique, ça s'appelait Afrique Action. Ils vont faire un article contre Bourguiba, disons contre le régime, et Bourguiba va se retrouver dans un état de délire où il va même tomber évanoui. Il s'énerve parce que lui-même il était actionnaire d'Afrique Action, donc de Jeune Afrique. Et c'est comme ça donc que Jeune Afrique se retrouve comme un groupe paria et est obligé de s'enfuir. Jeune Afrique s'enfuit donc et s'installe à Rome. C'est en 1962. Ils font escale à Rome avant de bifurquer maintenant à Paris. Ils s'installent d'abord quelque part avant de changer pour aller maintenant dans leur bureau qui sont très luxueux au 16e arrondissement, l'un des arrondissements les plus chics de Paris, donc où ils vont commencer, bien évidemment, une autre forme de journalisme. Et c'est cette forme de journalisme qui continue
qui se poursuit aujourd'hui. C'est-à-dire une véritable entreprise commerciale. Puisque Jeune Afrique va créer une société qui est une société de publicité, mais qui lui est attachée, qui est un organe, qui est supposé, enfin, qui est là pour contacter les régimes, que ce soit la dictature, que ce soit un régime assassin, que ce soit n'importe quel despote, et bien pourvu que tu aies de l'argent, il te propose ce qu'on appelle le plan média, et tu achètes les espaces. Et ces espaces-là ont été achetés par tous les dictateurs africains. Que ce soit des Bongo, que ce soit n'importe qui, tous ont acheté à Jeune Afrique à travers DIFCOM. Donc DIFCOM, c'est donc cette structure qui prenait de l'argent, qui prend de l'argent, qui fait ce qu'on appelle des plans médias à tous les régimes pour proposer cela. Et d'ailleurs, comme aujourd'hui on me dit que Jeune Afrique est devenu l'ennemi de Paul Biya, veut déstabiliser le Cameroun, mais Paul Biya était l'un des plus gros et reste l'un des plus gros clients de Jeune Afrique. Comment est-ce que ça s'est passé? En janvier 2004, Jeune Afrique qui se rend compte que Paul Biya a renégocié un contrat avec Putin Box, c'est-à-dire qu'une entreprise américaine où il continue à verser 400 000 $ à chaque fois, comme ça par an. Eh bien, Jeune Afrique a demandé à sortir une liste, donc DIFCOM a sorti une liste des gens qui lui devaient de l'argent. Et quand on citait les pays, il y avait le Gabon qui n'avait pas encore payé une ardoise de 380 000 €. Il y avait la Guinée équatoriale qui lui devait 350 000 $. Non, non. Là, c'est le Togo qui lui devait 350 000 $. Il y avait le Gabon qui devait la somme de 2 900 000 €. Et le Cameroun, de Paul Biya, devait à Jeune Afrique, après avoir payé certaines publicités, c'est-à-dire que pour faire la publicité du régime, devait donc à Jeune Afrique 1 million €. Mais c'est officiel. Ça a été publié que Paul Biya devrait payer cela. Et il l'a fait. Donc c'est pour cela que, après le braquage électoral, enfin, après la parodie de l'élection présidentielle de 2004, la présidence de la République va encore contacter Jeune Afrique pour d'autres papiers à travers François Soudan. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, en mai 2005, avec un article, c'est-à-dire que ce n'est même pas un article, c'était la quasi-totalité du journal, puisque c'était 16 pages, où c'était titré « Le septennat des grandes ambitions ». Donc, quand on parle des grandes ambitions dont les Camerounais parlent, c'est Jeune Afrique qui a fait cette grande proposition et qui a mis ça en avant. Donc, c'est ça donc qui fait la grande publicité de Biya au mois de mai 2005. Au mois de juin 2005, c'est-à-dire que juste un mois après, Jeune Afrique revient avec maintenant François Soudan, avec un autre papier de propagande pour parler de la paix au Cameroun, de la stabilité, d'un Paul Biya qui était plus que le Seigneur, plus que Dieu, qui était sanctifié, qui était déifié. Ah oui, c'est François Soudan. Donc vous voyez bien l'écriture qui a eu à faire ce papier-là. Et en décembre 2005, encore Jeune Afrique fait un truc qu'ils appellent plus. Et il passe le temps à parler d'un Paul Biya qui est comme le meilleur chef d'État du monde. Donc, depuis très très longtemps, Jeune Afrique a été sponsorisé par le régime de Yaoundé. Et jusqu'à présent, Jeune Afrique est sponsorisé par le régime de Yaoundé.
et beaucoup d'autres dictateurs africains. Puisque vous allez voir par exemple que vers les 2006, il y a une enquête qui avait été publiée par un journaliste, dont j'oublie certainement le nom, où il révélait que sur les 100 000 actionnaires de Jeune Afrique, il y avait 4 774 qui étaient des dirigeants africains, dont les ministres camerounais étaient des actionnaires d'un groupe de presse comme Jeune Afrique. Mais à partir de cet instant, comment vous pouvez donc faire du bon journalisme lorsque vous dépendez de ce qu'on peut appeler la rémunération qui peut venir de tel État, de tel autre despote, de tel autre dictateur? Et comment on peut me dire aujourd'hui que Jeune Afrique s'est retournée? Jeune Afrique ne se retourne pas. C'est juste lancer ce qu'on peut appeler un petit morceau de manioc avec un peu de sel pour voir est-ce que ça va me prendre? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les Camerounais vont accepter ça? Et à partir de là, tout le monde se met à trembler, tout le monde se met à dire, on fait des colloques, on fait de la publicité sur Chantal Biya, on fait la publicité sur la succession, on fait ceci, on fait cela. Mais bon, pour moi, il n'y a donc pas un plan de déstabilisation. Le peuple camerounais est déstabilisé par un régime corrompu, un régime corrupteur, un régime qui corrompt les journalistes, qui corrompt la presse internationale, un régime qui a passé son temps à passer dans des laboratoires occidentaux. C'est pour ça que je me moque et j'ai même pitié des journalistes camerounais. Ils sont là pour défendre le régime. Mais regardez, ce régime, qu'est-ce qu'il vous donne? Ah oui, certes, quelques petites pages publicitaires qui sont à 1 million ou 5 millions, pas plus. Mais vous perdez votre temps à défendre ces gens pendant que peut-être un type comme Blaise Pascal Talla, qui a racheté Jeune Afrique Économie, il arrive au Cameroun, en un seul jour, 120 millions de francs, oui, pour faire la publicité de l'État du Cameroun. Et c'est comme ça que tout s'arrive. Ils viennent s'implanter et ils s'en vont avec de l'argent. Et vous, des journalistes, des petits médias, des petites chaînes de télé, vous êtes dans des appartements, vous êtes dans des chambres, vous roulez dans des petites voitures qui fument là, à gauche et à droite. Vos chaussettes sont trouées. Vous n'avez même pas la sécurité au niveau de la CNPS. Vous n'avez aucun avenir. Mais vous êtes là pour dire, nous défendons l'État du Cameroun parce que nous sommes des patriotes. Mais c'est quel patriotisme? Mais s'ils connaissaient votre valeur, on ne contacterait jamais les entreprises françaises, américaines, pour faire la publicité du régime Biya. Si vous étiez des journalistes respectés par ce régime, jamais ils ne vous donneraient des perdièmes de 2000 francs après une interview. Et d'ailleurs, est-ce que Paul Biya vous accorde une interview? L'interview que Paul Biya a accordée, c'était à Eric Tchindé. Et puis, c'était pour lui dire, ah vous, Eric Tchindé, me suffit d'un coup de tête, et vous n'êtes plus rien. C'est tout. Eric Tchindé était parti. Mais il a accordé quelle interview à un journaliste? Quand je vois quelqu'un qui prétend être un président de syndicat de journalistes au Cameroun qui se lève là pour dire qu'il est républicain, qu'il est un homme d'État. Un journaliste est un homme d'État. Et qui se met à zigouiller les opposants politiques parce qu'ils n'ont fait que marcher. Il demande pratiquement que cela soit tué, juste parce qu'on va avec lui donner quelques petites miettes à gauche et à droite. Et c'est pour cela que je salue en passant le courage d'Aman Mana, qui même quand j'étais au Cameroun, était souvent inquiété, mais qui ne s'est jamais découragé. Et dont je déguste les papiers appétissants, faits dans un professionnalisme bon à loi et surtout avec un courage d'un bon journaliste. Salut, chers confrères, Aman Mana, continue ton combat. C'est vrai que tu ne peux pas avoir les autres moyens comme le Jeune Afrique, comme j'ai dit, mais tout au moins,
on voit là un professionnalisme. Et non les journalistes qui sont là pour appeler. Alors il faut tuer les anglophones, il faut anéantir les rats, il faut attraper les empoisonniers, il faut faire ceci. Ce n'est pas ça le rôle d'un journaliste. Et comme je vous ai dit, c'est en faisant ces choses, en vous rabaissant, parce que vous êtes dans la bassesse, la petitesse, que vous n'avez pas ces largesses qu'ils offrent à d'autres médias qui arrivent à gauche ou à droite. Donc vous pouvez défendre tout ce que vous voulez dire, Jeune Afrique, et avec le régime Biya. Les médias occidentaux travaillent pour Paul Biya et pour Chantal Biya. Moi, j'ai toujours dit, je n'aimerais jamais m'attaquer à la première dame, parce que ce n'est pas elle qui dirige le pays. C'est Paul Biya qui dirige le pays. Chaque jour, on trouve un nouveau ennemi, on trouve tel qui veut déjà prendre le pouvoir. Mais, entre-temps, je dis quand même que, même si on voit Jeune Afrique ou bien telle agence faire ceci ou cela, c'est avec la bénédiction de Paul Biya. Il faut le savoir. Parce que, quand vous regardez dans les réseaux, il y a une dame, une Française, qu'on appelle Patricia Ballon. En 1999, elle devient à la fois conseillère en stratégie de Paul Biya, conseillère en stratégie de Ouattara. Et c'est elle qui introduit tous les dossiers de ce qu'on peut appeler, que moi j'appelle des sous-préfets, ces pantins, ces laquais. C'est elle qui les introduit à l'Élysée. Quand elle signe le contrat avec l'État du Cameroun, c'est le Premier ministre qui vient, c'est le secrétaire général de la présidence qui vient la voir, avec une mallette d'argent. Et je vous dis, c'est un contrat qui, jusqu'à présent, n'est inscrit nulle part dans le budget de l'État du Cameroun. Et si vous arrivez en France, à Paris, au 16e arrondissement, à rue Galilée, vous allez trouver que c'est là où se trouve la République du Cameroun. Vous allez vous dire, mais comment la République du Cameroun se retrouve là? Et non à l'ambassade. L'ambassade est supposée représenter la République du Cameroun. Non, c'est un cabinet qui a été créé par la Française, que je vous disais, Patricia Balmé, et elle a baptisé son entreprise PB Communication International. PB, ça vous rappelle quelque chose? Les ordinateurs de Paul Biya, c'était aussi PB. Donc, à partir de là, lorsqu'elle a créé cette entreprise, c'était pour devenir communicatrice en stratégie de Paul Biya. Et c'est elle qui commence à lancer Chantal Biya sur le front politique. Puisque en novembre 2002, il y a un sommet qui est organisé au Cameroun, le sommet des premières dames. C'est là où vous allez voir en français le professeur Luc Montagnier avec le professeur Max Gallo qui est américain. Les deux se disputaient la parenté du VIH et SIDA. Et c'est donc Patricia Balmé qui négocie un contrat avec la présidence de la République pour faire venir ces deux hommes en disant qu'elle voulait faire tout pour peaufiner l'image de la première dame et la mettre au devant de la scène. C'est donc comme ça qu'ils arrivent au Cameroun. Lors de ce sommet des premières dames africaines où on se retrouve avec deux professeurs qui sont des hommes. Et c'est donc à partir d'eux qu'on va voir que la fondation Chantal Biya va prendre une envergure internationale, puisque d'ailleurs Luc Montagnier va devenir président du conseil. Donc, M. Biya a tout fait pour programmer peut-être sa femme à être quelque chose. Mais pour moi, ce n'est pas possible qu'elle puisse aller jusqu'à la succession. J'ai vu d'autres intellectuels organiser des foires ou des colloques pour dire qu'il fallait déterminer le rôle de la première dame. Moi, j'ai dit,
ne perdons pas de temps, ne nous perdons pas de vue et des objectifs. Chantal Biya est utilisée comme Paul Biya uniquement pour nous distraire. Mais ce n'est pas elle qui sera la présidente de la République. Et d'ailleurs, Paul Biya ne veut personne pour succéder à lui-même. Après lui, c'est le chaos. Tout le monde qui a été à côté de Paul Biya n'a jamais eu une suite politique. Et si vraiment Chantal Biya voulait devenir celle qui était présidente, moi je crois qu'elle n'aurait jamais eu certaines habitudes ou certaines attitudes. Je pense que M. Biya est prêt à sacrifier ses enfants, sa femme, ses frères, ses amis, ses parents, rien que pour son pouvoir. Rappelez-vous de la première dame, la toute première. C'était qui? Jeanne Irène. Mais Jeanne Irène Biya avait demandé à Paul Biya de quitter le pouvoir. Où en sommes-nous? Personne n'a vu son cadavre. Personne. Une mort bizarre, subite, où on a dit que quelqu'un est mort, elle est morte, la première dame, d'un cancer. Un cancer qui tue comme un arrêt cardiaque. Donc, aujourd'hui, ceux qui voient déjà en Chantal, la première dame, je ne pense pas. C'est juste pour, comme d'habitude, enlever les femmes qui sont braquées sur Biya et braquées sur quelqu'un d'autre. Et surtout, Paul Biya utilise cela encore pour la division. Parce que lorsque j'essaie de voir ce qui se joue, maintenant on dit, c'est certainement Edgar Alem Bongo qui a contacté Jeune Afrique pour qu'on déstabilise parce que maintenant, il y a les Boulous qui sont contre les Nangay Boko. Et Chantal Biya étant Nangay Boko, sans le bon doute, vous savez aussi que celui qui est actuellement secrétaire général à la présidence, Ngongo, est un Nangay Boko, et que de l'autre côté, on nous dit maintenant que les Boulous, se voyant comme étant les successeurs testamentaires et héréditaires du pouvoir, ne voient pas pourquoi est-ce que Chantal Biya est déjà en train de positionner tous ses pions. Ce qui veut dire qu'en réalité, si aujourd'hui, on veut créer une autre guerre entre les Boulous et les Nangay Boko, mais c'est ce que Paul Biya a toujours fait. En 92, on avait une guerre anglo-bami, maintenant on a la guerre entre les Bétis et les Bamileke, on a une guerre tantôt entre les francophones et les anglophones, on a les guerres, Paul Biya n'a que des guerres. Mais tout ça c'est pour nous distraire. Tout ça c'est sa famille. Oui, il reste comme un roi, inamovible, on accuse tout le monde, c'est Paul Biya qui est toujours bon, tel veut dire prendre le pouvoir, tel autre veut dire... Mais tout le monde qu'on a cité qu'il voulait prendre le pouvoir, où sont-ils? Soit ils sont en prison, soit ils sont sans emploi, soit ils ont été tués. Comprenez-le. Donc, avec Biya, sachez qu'il a programmé le déluge. Et tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, Jeune Afrique, c'est qu'après avoir lancé ça, mais le régime va encore faire un bon de commande. Ne soyez pas surpris que dans quelques 6 ou 7 mois, Jeune Afrique revienne vous dire, le Cameroun s'est stabilisé, Paul Biya a encore réussi un coup d'éclat, Paul Biya a fait ceci, a fait cela, mais on est habitué à nous jouer comme ça. Donc, Jeune Afrique nage à nos troubles. Et nous ne savons pas lire ça. Tout ce que Chantal Biya fait, c'est appeler les artistes pour aller danser à gauche et à droite, au palais, tout et tout. Que des fêtes. Et c'est pour ça que j'interpelle aussi, à partir de cet instant, ces artistes-là. Vous n'avez pas honte chez les artistes camerounais. Lorsque vous continuez à jouer dans des palais,
lorsque vous continuez à jouer, à danser, à organiser des concerts partout, sans jamais vous soucier de votre collègue Valsero. Voilà Valsero qui a été arrêté. Un artiste comme vous, qui l'a soutenu.